Je m'appelle Lucie Caron, j'avais 38 ans quand j'ai réalisé que ma famille ne se contentait pas de préférer mon grand frère, mais qu'ils s'estimaient en droit de prendre ce que j'avais construit pour appeler ça la famille. J'aimerais pouvoir vous dire que tout a commencé par quelque chose de dramatique, une bagarre dans la rue, des gyrophares de police ou un tribunal, mais ce n'est pas le cas, cela a commencé comme la trahison le fait souvent, silencieusement. Par une invitation à dîner qui semblait assez inoffensive avec la voix trop mielleuse de ma mère au téléphone me disant que papa et elle voulaient passer voir la maison correctement et me célébrer. Cela aurait dû être mon premier avertissement car mes parents ne me célébraient pas vraiment, ils encensaient mon frère comme s'il avait inventé l'oxygène et traitaient mes réussites comme des corvées que j'avais accomplies sans les déranger. En grandissant, la dynamique dans notre maison n'était pas subtile, c'était pratiquement une règle gravée dans les murs, mon frère aîné, Étienne, était l'enfant roi, le premier-né, le futur patriarche, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Si Étienne oubliait ses devoirs, le professeur était trop strict, s'il répondait mal, il était affirmé, s'il cassait quelque chose, c'était un accident, mais si je faisais l'une de ces choses, j'étais égoïste, irrespectueuse, dramatique, un problème. Mes parents ne prétendaient même pas que c'était égal, ils parlaient du fait qu'Étienne hériterait de la maison familiale juste devant moi, comme si j'étais une cousine éloignée en visite pour les vacances. Étienne portera le nom de la famille, disait mon père en se gonflant comme s'il annonçait une royauté, et ma mère ajoutait en souriant comme si c'était un compliment, et Lucie, elle est indépendante, elle n'a pas besoin d'autant d'aide. Ce mot indépendante me suivait comme une ombre, ce n'était pas un éloge, c'était une façon de justifier la négligence. Étienne a eu la plus grande chambre, Étienne a eu une voiture pour ses 18 ans achetée content comme si de rien n'était, Étienne a fait une grande école de commerce avec tout payé, les frais de scolarité, le logement, et même de l'argent de poche glissé dans les cartes d'anniversaire. Moi, j'ai eu des prêts étudiants et un job à temps partiel, j'ai eu droit à tu l'apprécieras plus comme ça. J'ai appris très tôt que si je voulais quelque chose, je devais le gagner 2 fois, une fois pour l'argent et une fois pour la permission d'exister sans être critiqué. À l'âge adulte, le favoritisme n'était plus une blessure d'enfance, c'était un mode de vie. Quand Étienne a épousé sa femme Laure, mes parents leur ont offert 30 000 € pour un apport immobilier, ils ont organisé une fête à ce sujet, champagne, discours, photos postées en ligne comme s'ils avaient accompli quelque chose d'héroïque. 4 ans plus tard, quand j'ai demandé s'il pouvait m'aider de la même manière, mon père s'est penché en arrière dans son fauteuil et m'a fait la leçon sur la responsabilité budgétaire en disant « Tu ne peux pas compter sur les autres, Lucie ». Comme s'il ne venait pas de signer un chèque assez gros pour changer la vie d'Étienne. Alors je n'ai compté sur personne, j'ai travaillé dur, le genre de travail qui vous laisse les épaules tendues en permanence et l'esprit en ébullition à 2 heures du matin. Je restais tard au bureau, je passais des certifications le soir, je prenais des projets supplémentaires le week-end, 15 ans de semaine de 60 heures et d'épargne agressive. J'ai sauté les vacances, j'ai sauté les brunchs, j'ai sauté tout ce qui n'était pas nécessaire parce que j'étais déterminé à construire quelque chose qu'on ne pourrait pas me prendre. Et quand j'ai enfin acheté ma maison, j'ai eu l'impression d'entrer dans une vie que je n'avais vue qu'à travers les fenêtres des autres. 3 chambres dans un quartier que j'aimais vraiment, l'endroit avait besoin de travaux mais ça ne me dérangeait pas, je voulais m'y investir. J'ai vitrifié les parquets jusqu'à ce qu'ils brillent comme du miel, j'ai rénové la cuisine, j'ai transformé le garage en salle de sport, chaque coin de cette maison est devenu la preuve de quelque chose que je n'avais jamais eu le droit de ressentir, la fierté. Mon nom était sur l'acte notarié, mon argent l'avait payé, mes règles y vivaient. Pour la première fois de ma vie, je me sentais en sécurité, et c'est ce qui a rendu ce qui s'est passé ensuite si surréaliste, comme si quelqu'un plongeait la main dans ma poitrine pour me tordre le cœur. 2 mois après mon emménagement, mes parents sont venus dîner, mon copain Clément avait proposé de rester mais je lui ai dit que ça irait, je voulais bêtement croire que mes parents pourraient voir ce que j'avais construit et être fiers de moi pour une fois. Ils sont arrivés avec cette fausse énergie qu'ils avaient toujours quand ils voulaient quelque chose. Ma mère a complimenté les rideaux, mon père a traversé la maison comme s'il inspectait un chantier de construction. Hachem, a-t-il dit en tapant sur un mur avec son articulation, tu as fait ça toi-même ? J'ai engagé un artisan, ai-je répondu, et j'ai fait une partie des finitions. Il a fait une grimace comme si j'avais avoué un crime, eh bien, ça a l'air correct. Ma mère dérivait derrière lui, scannant les pièces comme si elle réarrangeait mentalement les meubles, elle s'est arrêtée à l'escalier et a soupiré dramatiquement, c'est une grande maison pour une seule personne, a-t-elle dit. J'ai forcé un sourire, c'est ce que je voulais. Et tu ne te sens pas seule ? A-t-elle insisté comme si la solitude était un défaut qu'elle pouvait utiliser contre moi. Je n'ai pas répondu,
J'ai servi le dîner, j'ai ri quand il riait, j'ai ravalé le sentiment familier d'être évalué au lieu d'être apprécié. Après avoir mangé, mes parents se sont assis à ma table de salle à manger avec ces expressions sérieuses dont je me souvenais des discussions d'enfance, le genre où on me disait de m'excuser même quand je n'avais rien fait. Mon père a joint ses mains. « Lucie, a-t-il commencé, ta mère et moi avons discuté de la situation de ta maison. » Mon estomac s'est immédiatement noué, quelque chose dans le mot « situation » m'a fait hérisser le poil. « Ma situation » ai-je répété. Ma mère s'est penchée en avant, la voix douce comme si elle offrait un médicament. « Nous pensons qu'il serait plus logique qu'Étienne reprenne cette propriété. » Je l'ai fixée, je l'ai vraiment fixée, attendant qu'elle rie, qu'elle dise qu'elle plaisantait, qu'elle admette qu'elle avait dit quelque chose de fou, mais elle ne l'a pas fait. « Pardon ?» Ma voix est sortie faible. « Lucie, ne t'énerve pas, » a dit mon père, « il s'agit du patrimoine familial, Étienne a des enfants qui ont besoin d'espace, tu es célibataire, » a fini ma mère rapidement comme si c'était un diagnostic, c'est la solution pratique. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, c'est ma maison, ai-je dit lentement comme si j'expliquais quelque chose à un enfant, je l'ai achetée avec mon argent. Mon père s'est penché en avant en utilisant cette posture d'intimidation qui me faisait peur quand j'avais 10 ans, on n'essaie pas de te la prendre, on essaie de gérer ce qui est le mieux pour la famille. Mieux pour la famille, ai-je répété, goûtant à quel point cela sonnait pourri. Étienne te laisserait rester ici jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de plus petit, a ajouté ma mère en souriant comme si c'était généreux. J'ai ouvert la bouche pour répondre et puis j'ai entendu des pas, quelqu'un était dans ma cuisine, une ombre a traversé l'encadrement de la porte et mon estomac est tombé avant même que je ne le voie. Étienne est entré, il avait ce même sourire suffisant qu'il portait depuis que nous étions enfants, celui qui disait qu'il pouvait prendre mes jouets parce que maman m'obligerait à partager. Ne le prends pas personnellement, a-t-il dit comme s'il me réconfortait, c'est juste ce qui est logique pour la famille, tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace. Mes mains se sont serrées en poing sous la table, à ce moment-là la maison autour de moi ne ressemblait plus à une sécurité, elle ressemblait à quelque chose qu'ils étaient déjà en train de se partager. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé, cette conversation est terminée, ai-je dit d'une voix basse, je ne signe rien, ni pour toi, ni pour personne, c'est ma maison. La température dans la pièce a chuté comme si quelqu'un avait ouvert un congélateur, mes parents ont échangé ce regard, celui qui signifiait que je ne faisais pas ce que j'étais censé faire. Le sourire de ma mère s'est fissuré, la mâchoire de mon père s'est serrée, le visage d'Étienne s'est assombri comme s'il n'avait pas l'habitude d'entendre le mot non. Ils sont partis peu après, le dîner gâché comme si mon refus était l'offense. Quand les portes se sont refermées derrière eux, le silence dans ma maison semblait trop bruyant, j'ai marché dans les pièces pour lesquelles j'avais travaillé si dur, touchant les comptoirs, les cadres de porte, la rampe, comme si j'avais besoin de me rappeler que la maison était réelle. À minuit, seul dans ma cuisine, j'ai ri aux éclats, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si absurde que ça avait à peine du sens. Quel genre de famille exige que vous remettiez la seule chose que vous avez construite pour vous-même? Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là n'était pas la fin de la conversation, c'était le début d'une guerre que je n'avais jamais voulu avec les gens qui étaient censés m'aimer le plus. Si j'avais su que cette nuit-là n'était que le premier coup, j'aurais peut-être dormi moins paisiblement. Pendant environ 48 heures après le départ de mes parents, tout est devenu silencieux, pas d'appel, pas de SMS, pas de vérification passive-agressive, ce silence semblait faux. Le troisième matin, mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il avait développé une conscience. D'abord, c'était ma mère, nous nous inquiétons juste pour toi, la famille ne devrait pas se battre pour des choses matérielles, les enfants d'Étienne méritent la stabilité. Je n'ai pas répondu. Ensuite, mon père a appelé, j'ai laissé sonner, il a laissé un message vocal de toute façon, sa voix lourde de ce ton de père déçu que j'avais grandi en craignant, tu es déraisonnable Lucie, pense à la situation dans son ensemble. La situation dans son ensemble, apparemment, était une vie où tout ce que je possédais devenait automatiquement propriété communautaire tant qu'Étienne le voulait. À la fin de la semaine, la culpabilisation avait évolué en quelque chose d'autre, l'arrogance. Ça a commencé par un coup à ma porte le samedi matin, j'ai ouvert pour trouver Étienne et Laure debout avec des tasses de café comme s'ils passaient chez une amie. « Salut Serette », a dit Étienne joyeusement, on était dans le coin. Mon estomac s'est effondré. « Vous auriez dû appeler. » Laure a souri trop largement, on ne voulait pas te déranger. Ils sont entrés sans attendre une invitation, Laure a immédiatement commencé à regarder autour d'elle, les yeux passant d'un mur à l'autre. « Tu sais », a-t-elle dit en tapotant le mur de mon salon,
ça pourrait vraiment ouvrir l'espace si tu abattais ça. Je l'ai fixé, ce n'est pas ta maison. Elle a ri légèrement, bien sûr que non, je pense juste à l'avenir. Étienne a hoché la tête comme si c'était déjà réglé, on referait probablement la cuisine aussi, les enfants ont besoin d'espace. Je restais là figé, ayant l'impression d'être entré chez moi et d'y trouver des étrangers en train de redécorer mentalement. Je vous l'ai déjà dit, ai-je dit, ça n'arrivera pas. Ils ont hoché la tête, souri, de la même façon que les adultes sourient à un tout petit qui fait une crise, on comprend que tu sois attaché, a dit Laure, le changement est difficile. Après leur départ, j'ai appelé mon copain Clément, ça devient bizarre, lui ai-je dit. Bizarre? A-t-il dit, Lucie, c'est carrément envahissant. Clément était là depuis assez longtemps pour voir le favoritisme, mais même lui semblait choqué par leur audace. Change les serrures, a-t-il dit, et arrête de te justifier. J'aurais dû écouter plus tôt. La fois suivante où ils sont venus, ils n'ont pas frappé. Je suis rentré de l'épicerie pour trouver le SUV d'Étienne dans mon allée, mon cœur a commencé à battre la chamade avant même d'atteindre la porte. Ils avaient utilisé le double des clés cachées dehors. Laure était dans ma cuisine en train de réorganiser mon comptoir comme si elle en était propriétaire, les enfants d'Étienne couraient dans la maison, chaussures aux pieds, rebondissant sur les meubles. « Salut », a dit Étienne nonchalamment, « tu as laissé une clé dehors, pas très sécurisée. » J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, sortez. Ma voix tremblait. Laure a froncé les sourcils, Lucie, ce sont juste des enfants. L'un d'eux a heurté ma table basse, renversant un cadre photo, le verre s'est fissuré. Les enfants seront toujours des enfants, a dit Étienne en haussant les épaules. J'ai marché jusqu'à la porte, j'ai attrapé le double des clés sous la pierre et je l'ai levé, vous n'utiliserez plus jamais ça. Ils sont partis agacés comme si c'était moi le problème. Cet après-midi-là, Clément est venu et m'a aidé à changer les serrures. Ce n'est pas un comportement familial, a-t-il dit en serrant un boulon, ce sont des gens qui testent jusqu'où ils peuvent aller. C'est à ce moment-là que j'ai installé des caméras de sécurité, porte d'entrée, porte arrière, allez. Je détestais en arriver là, mais je détestais encore plus me sentir en danger dans ma propre maison. Pendant un moment, les caméras étaient calmes, puis les SMS sont arrivés, tu déchires la famille, ton frère ne te traiterait jamais comme ça, tu es égoïste, a renchéri ma tante, puis un cousin. Tout le monde avait des opinions, personne ne proposait de dire à Étienne de reculer. Le pire, c'est qu'Étienne a commencé à venir quand je n'étais pas là. Je recevais des alertes de mouvement pendant que j'étais au travail, son SUV rampant dans mon allée, lui faisant les 100 pas comme s'il prenait des mesures. Laure pointait les fenêtres, le garage, le jardin, planifiant. La première fois que je les ai confrontés, Étienne a ri, tu es paranoïaque, a-t-il dit, détends-toi. Mais les caméras ne mentaient pas, et la nuit où tout a franchi une ligne que je ne pouvais ignorer non plus. À part la maison, la seule chose que j'aimais vraiment était ma Peugeot 504 coupé de collection, vert métallisé, moteur d'origine. J'avais passé 2 ans à la restaurer, chaque week-end libre, chaque euro supplémentaire. C'était plus qu'une voiture, c'était la preuve que je pouvais construire quelque chose de beau à partir de rien. J'ai entendu le bruit depuis l'intérieur de la maison, un bruit de raclement, lent, délibéré. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai senti mon sang se transformer en glace. Le fils de 10 ans d'Étienne traînait une pierre le long du flanc de ma voiture, gravant une ligne blanche profonde à travers la peinture. J'ai couru dehors, qu'est-ce que tu fais? Ai-je crié. Il m'a regardé et a souri, c'est juste une vieille voiture, a-t-il dit en appuyant plus fort avec la pierre. J'ai craqué, j'ai arraché la pierre de sa main et je l'ai jetée dans le jardin, je l'ai repoussé, pas fort, mais assez pour qu'il tombe. Éloigne-toi de ma voiture. Il a hurlé comme si je l'avais agressé. Étienne et Laure se sont précipités dehors, suivis de mes parents qui étaient apparemment à l'intérieur de ma maison tout le temps. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A hurlé Laure en attrapant son fils. Il vient de causer des milliers d'euros de dégâts, ai-je dit en montrant l'entaille courant le long de la voiture. C'est juste une voiture, a dit Étienne avec dédain. Mon père a mis une main sur mon épaule, Lucie, calme-toi, tu réagis de manière excessive. Je l'ai repoussé. C'était ça, c'était le moment où j'ai compris quelque chose clairement, peu importe ce qu'ils faisaient, peu importe jusqu'où ils allaient, j'aurais toujours tort de me défendre. Pas un seul d'entre eux n'a reconnu les dégâts, pas un seul n'a proposé de payer. Ils m'ont fait la leçon sur la colère, sur les priorités, sur la famille.
Quand ils sont enfin partis, je suis resté seul dans mon allée, traçant la rayure avec mes doigts, 2 ans de travail détruits en quelques secondes, et d'une manière ou d'une autre, j'étais encore la méchante. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout documenter, SMS, date, heure, séquence vidéo, parce que peu importe ce que cela devenait, je n'allais pas l'affronter sans préparation. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la cicatrice blanche courant le long de ma voiture, j'entendais à nouveau le bruit de raclement, lent, intentionnel, comme quelqu'un gravant son nom sur quelque chose qu'il ne possédait pas. Au matin, la colère s'était durcie en quelque chose de plus froid, la détermination. À 9 heures précises, j'ai appelé Étienne, je veux 3 500 € pour les dommages à ma voiture, ai-je dit en gardant ma voix plate, c'est le minimum pour une restauration professionnelle. Il y a eu une pause sur la ligne, puis il a ri, tu plaisantes, je ne plaisante pas, c'est une rayure Lucie, passe un coup de polish, j'ai des images de sécurité de ton fils le faisant exprès, ai-je répondu, soit tu paies. Soit je dépose une plainte pour vandalisme et je déclare le sinistre à l'assurance en le nommant, c'est un mineur, a raillé Étienne, il ne se passera rien, en tant que parent, tu es civilement responsable, ai-je dit, et j'ai la documentation. Une autre pause, plus courte cette fois, je te donnerai 500 balles, a-t-il dit, c'est généreux, non, ai-je répondu, tu as jusqu'à la fin de la journée. Il m'a raccroché au nez. 3 heures plus tard, je suis entré au commissariat avec une clé USB, des photos imprimées, des horodatages et des captures d'écran de SMS où Étienne minimisait les dégâts. L'officier a écouté patiemment, sceptique au début, jusqu'à ce que je lui montre les images. Les conflits familiaux deviennent moches, a-t-il dit, mais les dommages matériels restent des dommages matériels. Au moment où je suis parti, une plainte avait été déposée. C'est à ce moment-là que ma famille a cessé de prétendre qu'il s'agissait de ce qui était le mieux et a commencé à me traiter comme une traîtresse. Le groupe de discussion est devenu silencieux pour moi, les projets de vacances apparaissaient sans mon nom, les conversations s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. J'ai appris par des cousins que mes parents disaient aux gens que j'étais instable, obsédé par l'argent, pas bien mentalement. Étienne, quant à lui, ne prenait plus la peine d'être subtil, tu fais une énorme erreur, a-t-il envoyé un soir, on peut faire ça à la douce ou à la dure. Je n'ai pas répondu, j'ai juste sauvegardé. Le vandalisme a commencé peu après, ma boîte aux lettres a été défoncée, quelqu'un a piétiné mon jardin, des œufs ont été écrasés sur ma porte d'entrée 2 fois. Une fois, je suis rentré pour trouver ma caméra de sécurité inclinée vers le haut, délibérément pointée vers le ciel. J'ai déposé des mains courantes à chaque fois. À la 3e visite, les officiers me reconnaissaient, écoutez, m'a dit l'un d'eux doucement en me prenant à part, nous n'avons pas les ressources pour prioriser des choses comme ça à moins de prendre quelqu'un sur le fait, donc je suis juste censé laisser faire ? Ai-je demandé. Il a secoué la tête, documenté tout, amélioré votre sécurité et envisagé des options civiles, des ordonnances de protection, des poursuites, des mots que je n'aurais jamais pensé associer à ma propre famille. J'ai amélioré les caméras le lendemain, je les ai montées plus haut, j'ai ajouté des batteries de secours, des alertes de mouvement liées directement à mon téléphone. J'ai installé une boîte aux lettres en acier scellée dans le béton. J'ai arrêté de prétendre que ça allait passer. Un soir, je suis rentré pour trouver les enfants d'Étienne faisant du vélo sur ma pelouse, creusant des sillons profonds dans l'herbe que je venais de ressemer. Laure était assise dans son SUV de l'autre côté de la rue, faisant défiler son téléphone. Je suis allé directement à sa fenêtre, fais sortir tes enfants de ma propriété, ai-je dit. Elle n'a même pas levé les yeux, il joue juste, c'est une violation de propriété, elle a levé les yeux au ciel, mon Dieu Lucie, tu es tellement dramatique, c'est pour ça que tout le monde pense que tu es instable. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Quelque chose a changé immédiatement. Laure a claqué des doigts, rappelant les enfants avec une fausse douceur. Alors qu'il s'éloignait, elle s'est penchée vers moi, tu vas le regretter, a-t-elle dit doucement. Ce soir-là, j'ai appelé Clément et je lui ai tout dit, ce n'est pas normal, ai-je dit, même pour ma famille, non, a-t-il approuvé, ça sent le désespoir. Ce mot m'est resté, désespoir. Étienne avait toujours cru que tout lui était dû, mais là c'était frénétique, comme quelqu'un qui se noie et s'accroche à tout ce qui se trouve à proximité. J'ai commencé à faire plus attention, ses réseaux sociaux racontaient une histoire différente de son assurance, des vacances dont il s'était vanté ont disparu sans explication, son aîné est passé d'une école privée à une école publique en milieu d'année.
Laure a arrêté de poster sur son travail à l'agence immobilière. Quelque chose ne collait pas. Puis ma banque a appelé, nous vérifions les informations sur une demande de rachat de crédit liée à votre propriété, a dit la femme. Je n'ai rien demandé, ai-je répondu. Il y a une demande listant votre maison comme garantie secondaire. Mon estomac a chuté, c'est impossible, je suis la seule propriétaire, c'est pour ça que ça a été signalé, a-t-elle dit, la demande a été soumise par vos parents. J'ai eu la nausée. Après avoir raccroché, j'ai appelé Clément, puis j'ai appelé mon amie Marisa dont le cousin travaillait au service des hypothèques. 2 jours plus tard, Marisa est arrivée chez moi avec un dossier. Ce que j'ai vu à l'intérieur a tout changé, la maison de mes parents avait été hypothéquée 3 fois au cours de la dernière décennie. Chaque refinancement s'alignait avec l'une des entreprises d'Étienne, tout avait échoué silencieusement, une start-up de construction, un groupe d'investissement immobilier, un bar sportif qui avait duré moins d'1 an. Chaque échec avait été caché, couvert par mes parents prenant plus de dettes sur leur maison. Ils avaient maintenant 6 mois de retard sur les paiements, la procédure de saisie immobilière avait déjà commencé. Mais ce n'était pas le pire, ils avaient essayé de créer une fausse SCI familiale, antidatée et notariée, listant ma maison comme faisant partie de leurs actifs. Ma signature, grossièrement imitée, apparaissait en tant qu'associé, la signature de Laure était sur les documents comme témoin. Ils ne m'avaient pas juste mis la pression, ils avaient essayé de voler ma maison sans me le dire. Je me suis assise à ma table de cuisine en fixant les papiers, les mains tremblantes. Chaque culpabilisation, chaque visite impromptue, chaque menace, ce n'était pas une question de famille, c'était une question de survie. Le lendemain matin, j'ai contacté une avocate spécialisée dans la fraude immobilière, elle a tout examiné attentivement, c'est une tentative de fraude au prêt, a-t-elle dit, faux et usage de faux, usurpation d'identité, nous avons des options. Qu'est-ce qui se passe si je porte plainte? Ai-je demandé. Il pourrait faire face à de graves conséquences, a-t-elle répondu, la prison n'est pas impossible. J'ai pensé à mes parents, leur visage, leur voix, puis j'ai pensé à ma maison, ma voiture, ma santé mentale. Préparez tout, ai-je dit, mais ne déposez pas encore. Je voulais une chose d'abord, la vérité au grand jour, parce que peu importe ce qui se passerait ensuite, il ne contrôlerait plus le récit. Étienne s'est montré 3 jours plus tard, je le savais avant même qu'il n'atteigne le porche, mon téléphone a vibré, mouvement détecté, caméra avant. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper, c'est audacieux, ai-je dit calmement, considérant que j'ai déjà des mains courantes avec ton nom dessus. Il a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à ça, on doit parler, non, ai-je répondu, toi tu veux parler, moi non. Il a essayé de passer devant moi, j'ai bloqué l'entrée, ce n'est plus une affaire de famille, ai-je dit, tout passe par mon avocate. Son visage s'est tendu, tu as engagé un avocat? Bon sang Lucie, tu donnes des proportions énormes à tout ça. J'ai souri pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé, tu as essayé d'utiliser ma maison comme garantie sans mon consentement, ai-je dit, c'est de la fraude, tu as imité ma signature. Pour la première fois, j'ai vu la peur scintiller sur son visage. C'était de la paperasse, a-t-il marmonné, papa a géré ça. J'ai des copies, ai-je dit, et la banque a des questions. Il a reculé sans un autre mot. Cet après-midi-là, mon avocate a envoyé des mises en demeure formelles à mes parents, Étienne, Laure et ma tante qui appelaient pour faire la médiatrice. Les lettres étaient détaillées, froides, cliniques, chaque incident listé, chaque preuve référencée. La réponse a été immédiate, ma mère a appelé en pleurant, on n'a jamais voulu te faire de mal, sanglotait-elle, c'est allé trop loin. Mon père m'a envoyé un email à la place, de longs paragraphes sur le manque de respect, la loyauté familiale et à quel point il était déçu que j'ai impliqué des étrangers. Pas un seul d'entre eux n'a nié la fraude. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de groupe, réunion de famille, dimanche 14h, présence attendue. J'ai passé les 4 jours suivants à organiser mes preuves dans un classeur si épais qu'il fermait à peine, onglet, date, capture d'écran, dossier de prêt, images de caméra, photos, rapport de police. Clément a demandé si je voulais qu'il soit là, je n'ai pas besoin de renfort, ai-je dit, j'ai besoin de témoins. Quand je suis arrivé chez mes parents, tout le monde était déjà là, mes parents, Étienne et Laure, leurs enfants, ma tante, 2 cousins qui avaient clairement été invités pour mettre la pression. Mon père a commencé à parler immédiatement d'unité, d'erreur, de la façon dont les familles survivent en pardonnant. Ma mère pleurait encore. Je les ai laissés finir,
puis j'ai posé le classeur sur la table, je suis au courant pour les hypothèques, ai-je dit, je suis au courant pour la saisie, je suis au courant pour la fausse société civile et la demande de prêt utilisant ma maison. La pièce est devenue silencieuse. Étienne est devenu pâle, les pleurs de ma mère se sont arrêtés net, mon père a ouvert la bouche, Lucie, c'est un malentendu, non, ai-je coupé, c'est une fraude documentée. Étienne s'est levé en me pointant du doigt, espèce d'ingrate. Assieds-toi, ai-je dit sans élever la voix, je n'ai pas fini. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte, mon oncle Marc est entré. Je suis en retard, a-t-il dit, puis il a regardé droit vers Étienne, mais je pensais que cette conversation devait avoir lieu avec tout le monde présent. Les yeux d'Étienne se sont écarquillés. Marc s'est tourné vers la pièce, j'ai prêté plus de 80 000 € à Étienne ces 4 dernières années, de l'argent qu'il a promis de rembourser, de l'argent dont je sais maintenant qu'il n'est allé nulle part. Mon père a essayé de l'interrompre, Marc a élevé la voix, vous l'avez couvert assez longtemps, il saigne cette famille à blanc. La pièce a explosé, Laure a commencé à pleurer, ma tante a halté, ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. Je me suis levé, vous avez 2 options, ai-je dit, option 1, je porte plainte, la banque enquête, la maison part en saisie, des poursuites pénales suivent. J'ai fait une pause. Option 2, vous me laissez tranquille définitivement, pas de contact, pas de visite, pas de manipulation, ma maison reste la mienne. Ma mère a chuchoté, tu ne peux pas couper les ponts avec ta famille, regarde-moi faire, ai-je dit. Je suis sorti avant que quiconque ne puisse répondre. Alors que j'atteignais ma voiture, mon père m'a appelé, Lucie, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je me suis retourné une dernière fois, vous avez eu des années, ai-je dit, vous avez choisi Étienne à chaque fois, cette fois, je me choisis moi-même. Ils ont choisi le silence, c'était leur réponse. Le lendemain matin, ma mère a envoyé un SMS, nous acceptons tes conditions. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste une reddition enveloppée de politesse. Je n'ai pas répondu, à la place j'ai appelé mon avocate et je lui ai dit de tout déposer. L'ordonnance de protection est passée en premier, interdiction d'approcher, pas de contact, pas d'excuses. L'affaire civile a suivi. Le jugement pour les dommages de ma voiture est arrivé par la poste des semaines plus tard, 3 500 € plus les frais. Étienne ne les a jamais payés volontairement, ils ont été saisis sur son salaire. La maison de mes parents a été saisie discrètement, pas d'annonce dramatique, juste une inscription sur un site d'enchères et un panneau d'agent immobilier que j'ai vu une fois en passant devant. La dernière entreprise d'Étienne s'est effondrée, Laure a perdu son travail, ils ont emménagé chez ses parents à elle. 9 mois plus tard, Étienne s'est présenté à mon bureau, la sécurité l'a arrêté avant qu'il ne m'atteigne. 5 minutes, a-t-il supplié, ils vont tout perdre. Je l'ai regardé à travers la vitre, ils ont tout. Je me suis éloigné. La vie est devenue calme après ça, j'ai fini mes rénovations, j'ai eu une promotion, j'ai appris ce que c'était que la paix. Parfois, Clément et moi nous asseyons sur la terrasse le soir en regardant le soleil se coucher derrière la maison que j'ai gagnée. Cette maison n'a jamais été une question de propriété, c'était une question de preuve, la preuve que je pouvais construire quelque chose sans permission, la preuve que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, la preuve que la famille ce n'est pas le sang, c'est le comportement. Et les gens qui ont essayé de détruire ma vie, ils ne l'ont jamais été.